Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue à cet événement en direct. On est ravis de vous accueillir pour ce 7e webinaire de Follow ce soir. En bonne compagnie ce soir avec le docteur Buscaire et le professeur David Noka. Donc, on est très, très heureux de vous avoir avec nous pour ce webinaire un petit peu novateur et particulier qui va regrouper deux spécialités qui vont échanger ce soir. Le plan qui va être vu, on va parler des techniques chirurgicales, des indications chirurgicales. Voilà, je tenais à vous présenter le professeur David Noka ce soir, qui est donc professeur de chirurgie digestive, qui est chef également du service de chirurgie bariatrique et métabolique du CHU de Montpellier, également président fondateur de la Ligue nationale contre l'obésité et ambassadeur international de l'IFCO, l'International Federation of Surgery of Obesity. Et également avec nous ce soir, nous avons le docteur Florent Buscaire, qui est membre de la Société française d'arthroscopie, fondateur du SOS Genou à la clinique Saint-Jean-Sud de France et promoteur de la chirurgie de prothèse du genou par assistance robotisée du système MACO. Bonsoir à tous. Donc, merci à Follow pour l'organisation de ce webinaire. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est un peu la seule possibilité qu'on ait pour échanger. Vous dire que je suis très content de faire la présentation avec Florent Buscaire parce que j'ai beaucoup de respect pour son travail depuis des années. Donc, et puis, on a été internes tous les deux et on se connaît depuis très longtemps. Même si c'est vrai que je l'ai souvent battu au squash, enfin, on en reparlera à la fin de la présentation. Donc, on va parler de chirurgie de l'obésité et de chirurgie orthopédie. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai de plus en plus de patients au CHU de Montpellier qui viennent avec des indications de prothèse de genou ou de prothèse de hanche. Et on s'aperçoit que la perte pondérale qui est réalisée avant une intervention de chirurgie orthopédique peut vraiment être utile aux patients. On va voir jusqu'où elle peut être utile, on va voir quelles sont les choses à contrôler avant d'opérer les patients en post-perte de poids importante. On va voir aussi si le chirurgien orthopédique ne va pas subir un peu la perte de poids, c'est-à-dire que peut-être que le fait de perdre trop de poids va régler le problème de douleur au niveau du genou, mais dans le temps, de toute façon, il est bien évident que l'indication de prothèse de genou ou de hanche sera probablement licite. Donc, c'est difficile de faire une présentation pour un public un peu large. Je suis resté dans des généralités sur la chirurgie de l'obésité. Et n'hésitez pas à poser des questions, évidemment, sur le chat. Alors, donc les conflits d'intérêts, ça c'est obligatoire. Alors, 1995, ce n'est pas l'année de naissance du docteur Buscaire, il est beaucoup plus vieux. C'est l'avènement de l'obésité comme une maladie qui a été soulignée par l'OMS. Et je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, il faut vraiment que tous les professionnels de santé considèrent l'obésité comme une vraie maladie, une maladie grave. On le voit à l'heure actuelle avec le Covid et les décès, les patients en réanimation sont essentiellement des patients en état d'obésité. Donc, je vous disais que l'obésité est une maladie diagnostiquée, validée par l'OMS en 1995, que cette obésité, elle était à l'origine de beaucoup de pathologies, et notamment de l'arthrose, donc d'où ma présence ce soir dans ce webinaire, qu'il y avait une diminution de l'espérance de vie importante et notamment 13 ans de perte de vie chez les patients qui avaient 20 ans et qui étaient en état d'obésité massive, et que la prévalence ne faisait qu'augmenter en France, avec un taux à 17% à l'heure actuelle sur la population adulte et 2% de patients en état d'obésité massive. Et les chiffres de 2012, vous voyez, on était à 15 et à 1,2%. 49 000, c'est le taux, le nombre d'opérations de chirurgie bariatrique. C'est beaucoup. C'est pratiquement la deuxième, je pense, type d'opération en chirurgie digestive à l'heure actuelle en France. Faut savoir que c'est un type d'opération qui a été développé dans les années 2000. Au départ, on va en parler, c'était des anneaux. Il y avait 5000 opérations par an. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 400 centres qui réalisent en centre des opérations. Donc là, je ne peux plus faire mes blagues, là. C'est dommage. Vous êtes sûr que là, en plein écran, ça ne passe pas? Non. Non, ça ne bouge plus là. Ça ne bouge plus là? On est bloqué sur 49 000. Ouais. Bon, il y avait une blague sur quel était le meilleur traitement de l'obésité. Donc, le meilleur traitement de l'obésité, je voulais vous dire que c'était la prévention, ce n'était pas la chirurgie, loin de là.
Et quel était le meilleur traitement chirurgical? Il y a le meilleur traitement chirurgical, c'est ce que vous avez en photo, c'est le blocage intermandibulaire. Le problème, c'est ce que veut dire meilleur. Si on considère la perte de poids, bien évidemment, le blocage intermandibulaire qui se pratique encore dans des contrées un peu exotiques, on va dire, ça marche très bien, sauf que quand on vomit, on peut mourir et le taux de complication est évidemment très élevé. Donc, en fait, c'est un rapport bénéfice-risque à la chirurgie bariatrique et on va parler des différentes opérations. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1991, on s'est aperçu que les régimes, notamment les prises en charge médicales, étaient inefficaces pour des patients supérieurs à 40 kg par mètre carré et que la chirurgie était le seul traitement efficace. Alors, c'est quoi l'efficacité? C'est la perte de plus de 50% de l'excès de poids. Et vous verrez que dans les diapositives qui vont suivre que les différentes techniques sont à ce niveau. Alors, depuis 2009, on a écrit avec la Haute Autorité de Santé des recommandations. On peut opérer des patients en état d'obésité massive, supérieure à 40, mais aussi en état d'obésité sévère quand on a des comorbidités graves liées à l'obésité, comme le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil, le NASH, l'arthrose sévère et les dyslipidémies. Donc, vous pouvez retrouver, pour ceux que ça intéresse, tous ces documents sur le site de la Haute Autorité de Santé. Les indications, donc, je vous les ai données il y a 2 secondes, ce sont pour les patients adultes. On peut aussi opérer des patients adolescents entre 15 et 18 ans, mais avec un parcours de soins où on intégrera une évaluation pédiatrique et pédopsychiatrique. Pour opérer des patients, il faut que les patients soient en échec d'une prise en charge médicale d'au moins 1 an, bien suivi. Donc ça, il faut le vérifier. Il faut que le patient soit bien informé, qu'il ait bien compris. Donc on travaille sur des applications sous la forme de jeux vidéo à l'heure actuelle pour essayer de bien valider que le patient ait compris. Risque opératoire acceptable, c'est évident. Je vous ai dit, c'était des recommandations faites pour l'adulte en 2009. Ce qui est très important de comprendre, c'est que cette chirurgie est réalisée par des équipes pluridisciplinaires. Alors, c'est bien évident que c'est le chirurgien qui va opérer, mais le rôle de toute l'équipe est extrêmement important parce qu'il faut savoir quel est le bon candidat, bien le préparer, éliminer les contre-indications et surtout bien le suivre et s'il y a une complication, évidemment, le gérer. Donc, les équipes d'endocrino, nutrition sont extrêmement importantes, psychologie, psychiatrie, évidemment, le chirurgien avec l'équipe d'anesthésie, les gastro-entérologues. Toute l'équipe en rouge de kiné, l'activité physique, ça c'est important pour le post-opératoire, pour vraiment essayer de faire changer le patient dans son mode de vie et le remettre dans une activité physique. J'avais mis au milieu le médecin généraliste, ça c'est un peu un vœu pieux puisque le médecin généraliste c'est quand même le médecin qui connaît le mieux le patient. Le problème c'est que le médecin généraliste n'a pas été formé à la chirurgie bariatrique et surtout a peu de temps pour parler d'obésité avec ses patients. Donc, l'idée, c'est quand même que le médecin il puisse avoir un contact avec l'équipe via le courrier qu'on envoie systématiquement. Mais c'est vrai que le médecin généraliste a pour le moment du mal à intégrer ces décisions d'opération et à être en lien avec les équipes. Donc, ça, c'est un peu le facteur limitant de cette opération. Et j'ai rajouté l'assistante sociale parce que c'est vraiment un problème social aussi, l'obésité, et qu'il faut vraiment changer le mode de vie si on veut avoir des résultats excellents à long terme. Donc, le début du chemin clinique, il est assez classique. Il est important de noter qu'il y a quand même une période minimale de 6 mois avant d'opérer les patients, et ça, les patients ne le comprennent pas obligatoirement tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps pour préparer, pour connaître, faire le bilan métabolique, psychologique, nutritionnel. Après, on a comme en cancérologie une réunion de concertation pluridisciplinaire où on va donner soit un feu vert, ça veut dire le patient est prêt à se faire opérer, soit un feu orange, on considère qu'il reste encore du temps de préparation, soit un feu rouge, et là on a une contre-indication, souvent une addiction à l'alcool, une addiction aux drogues, une psychopathie, un patient tabagique de façon un peu excessive. Donc là, on réoriente le patient avec une prise en charge médicale. La période post-opératoire, les temps d'hospitalisation sont tombés vraiment très très bas maintenant. Il faut savoir qu'une opération de bariatrique, c'est entre 45 minutes et 1h30 maintenant sous célioscopie. Donc nous, on est en moyenne à 2 jours. Il y a des gens qui font de l'ambulatoire. Il y en a d'autres qui les gardent jusqu'à 5 jours, mais en moyenne, c'est 2 jours pour de suivi en termes d'hospitalisation. Il faut souligner le suivi pluridisciplinaire au long cours, la vie durant. C'est vrai que quand un patient se sent bien, il a de moins en moins envie d'aller voir des médecins, mais c'est important d'aller dépister des complications qui peuvent arriver dans le temps.
Le contrôle endoscopique est obligatoire maintenant sur la gastrectomie en manchon, on va en parler parce qu'on a beaucoup de problèmes de reflux gastro-œsophagien avec cette technique et il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'endobrachiosophage, voire de cancer de l'œsophage avec cette technique. Les contrôles biologiques et notamment sur les carences nutritionnelles après bypass ou après dérivation biliopancréatique. Donc, on a des patients qui sont en carence, en anémie, à dépister et à traiter. Les contrôles psychologiques sont importants aussi. Alors, ce n'est pas systématique, c'est souvent à la demande, mais les gens qui perdent beaucoup de poids ont des fois du mal à voir leur changement corporel et à l'accepter. Ça s'appelle aussi la dysmorphophobie. Et puis, c'est vrai que quand on perd 50 à 60 kilos, on a des fois des relâchements cutanés et une apparence physique qui n'est pas vraiment sympa. Donc, il y a besoin d'avoir une prise en charge réparatrice. Et ça, c'est la fin du traitement. La reprise de l'activité physique, pour moi, elle est prioritaire. On a travaillé très tôt à Montpellier avec les kinésithérapeutes. Il faut envoyer les patients après l'opération, au bout d'un mois, chez les kinés, parce que les kinés vont pouvoir utiliser des techniques dédiées à l'obèse, des techniques qui vont leur permettre de pouvoir faire de l'activité sans trop de contraintes et surtout essayer de faire un bilan musculaire, remuscler toute la colonne paravertébrale qui est potentiellement impactée par une perte de poids rapide. Il faut savoir que quand on se fait opérer d'une sleeve, on perd 10 kg en moyenne le premier mois et souvent 3 à 4 kg de muscles. Donc, il ne faut pas non plus décompenser des problèmes musculo-squelettiques. Alors, quelles sont les techniques consensuelles à l'heure actuelle? Tout le monde a entendu parler de l'anneau, mais c'est paradoxalement la technique qui est la moins utilisée à l'heure actuelle. C'est moins de 1000 patients qui sont réalisés. Alors, je vais essayer de lancer le petit diaporama. L'anneau, c'est un anneau de silicone qui est passé à la partie supérieure de l'estomac. L'idée, c'est de bloquer le passage des aliments, de ralentir le passage, donc le patient va manger moins. Le problème qu'on a, c'est que les patients souvent mangent trop vite ou tolèrent mal cette prothèse avec beaucoup de patients qui vomissent et l'anneau va bouger avec ces vomissements et on va être obligé d'enlever l'anneau. Donc, c'est pour ça que cette technique a été abandonnée, en tout cas par la majorité des experts à l'heure actuelle. On va passer à la technique de sleeve. C'est la technique la plus utilisée en France à l'heure actuelle. Le concept, il est simple. Il faut enlever les 2/3 de l'estomac, réduire la capacité gastrique pour des gens qui mangent beaucoup, qui ont souvent des estomacs très larges. Donc, on va calibrer l'estomac avec un tube et puis on va l'agrafer et réséquer, donc faire une gastrectomie partielle des 2/3. Cette sleeve, elle a comme complication les problèmes de fuite sur la ligne d'agrafage, notamment à la partie supérieure du manchon, à l'angle de His. Des problèmes de sténose et surtout à l'heure actuelle des problèmes de reflux gastro-œsophagien. 50% des gens ont un reflux gastro-œsophagien post-opératoire et on est obligé de réopérer des gens pour faire des dérivations en bypass parce que ces reflux sont mal gérés sous IPP. La technique de bypass, donc vous avez probablement entendu parler aussi, technique qui consiste à dériver la partie supérieure de l'estomac dans le jéjunum. Alors, on peut faire des dérivations plus ou moins importantes. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, le bypass, qu'on appelle Rouen-Y gastric bypass, c'est la technique la plus réalisée. 15 000 opérations à peu près en France. Donc, toutes ces opérations permettent de perdre du poids de façon importante. Et les deux dernières, la sleeve et le bypass, permettent d'avoir des effets métaboliques importants qui permettent aussi, on va voir, d'agir sur le diabète de type 2 notamment. Donc, une technique qui permet de perdre 50 à 75% d'excès de poids, comme la sleeve. Par contre, beaucoup plus de complications. C'est pour ça qu'elle est souvent réalisée dans des cas de diabète sévère en première intention. Alors, le petit bébé, je me fais un petit plaisir pour vous le montrer. Ça s'appelle la Nissan Sleeve. Je vais vous montrer le petit clip vidéo. C'est une technique que j'ai développée à Montpellier en 2013 parce que justement, on s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de reflux gastro-œsophagien après la sleeve. Donc, l'idée, c'est de mixer la technique de Nissen, qui est la technique classique de traitement du reflux gastro-œsophagien, avec la technique de sleeve. Et c'est vrai qu'on a des résultats à l'heure actuelle qui sont extrêmement satisfaisants et cette technique est en train d'être diffusée au niveau international et va probablement régler le problème de reflux, voire le problème de fistule, puisque vous allez voir que sur l'agrafage distal, le dernier agrafage, on va être à distance de l'angle de His, donc on n'aura plus de problème de fuite au niveau de l'angle de His, ce qui était quand même un problème majeur
pour cette technique de sleeve. Par contre, on a des complications qui sont spécifiques de la technique avec des perforations de la valve, des dilatations de valve, des dysphagies, mais les reflux tombent à moins de 10%. Et surtout un message pour les orthopédistes ce soir, si vous avez un patient qui a eu cette technique, il faut systématiquement donner des IPP pour protéger le traitement par anti-inflammatoire que le patient peut avoir. Pourquoi? Parce que comme on a traité le reflux, les patients arrêtent de prendre des IPP et considèrent qu'ils ne prendront plus jamais d'IPP de leur vie. Par contre, la prise anti-inflammatoire, vous le savez, va potentiellement dégénérer un ulcère. Donc, il faut absolument associer les AINS avec les IPP chez ces patients-là. Alors, toutes ces techniques que vous avez vues, elles ont une efficacité dans le temps qui permet de diminuer la mortalité. Ça, c'est l'étude pivot de la chirurgie bariatrique qui s'appelle l'étude SOS, qui a été développée en Suède avec un taux de perte de vue très très bas, 0,01% à 10 ans. Pourquoi? Parce que les gens étaient taxés quand ils oubliaient d'aller à leur suivi. Donc, c'est un concept, mais un concept qui permet d'avoir des datas intéressantes. Et vous voyez que dans le groupe qui a été opéré, on a moins de décès. Et vous voyez que les deux causes de décès dans le temps sont quand même les problèmes de cancer et les problèmes d'infarctus du myocarde. Ces techniques améliorent la qualité de vie. Ça, c'est extrêmement important aussi. Une étude qu'on avait publiée, nous, il y a quelques années sur la sleeve, dès la première année, une amélioration majeure de la qualité de vie chez ces patients. Et peut-être la diapositive la plus importante ce soir, c'est de vous faire comprendre que la chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie curative. Vous voyez ici qu'on a une amélioration, notamment, alors je vais enlever le thème du curatif, vous voyez les chiffres, mais on a une amélioration de 77% du diabète, voire des rémissions totales. Au bout de 3 mois, les gens qui prenaient des antidiabétiques oraux vont arrêter de prendre des antidiabétiques oraux. Amélioration de l'hypertension, l'apnée du sommeil, dormir avec la machine de Goldorak, que j'appelle d'Arvador, c'est quand même pas très sympa la nuit. Donc 86% d'amélioration, voire d'arrêt du traitement d'apnée du sommeil après chirurgie bariatrique, et puis les améliorations des dyslipidémies. Alors, on est là ce soir pour parler aussi de chirurgie orthopédique, et je vous l'ai dit en introduction, c'est vrai que la perte de poids pour un orthopédiste, je pense que c'est important pour faciliter l'opération, mais surtout diminuer le taux de complications. Et vous avez une étude qui est sortie en 2018, une étude rétrospective avec des cohortes assez importantes. Vous voyez plus de 2000 patients sur 2 séries à parier, qui montrait que le fait d'avoir opéré des patients de chirurgie bariatrique diminuait les comorbidités après les chirurgies orthopédiques du genou ou de la hanche, et surtout diminuer le temps d'hospitalisation de ces patients-là. Donc, en conclusion, l'obésité, il faut que vous reteniez que c'est un enjeu majeur de santé publique et socio-économique aussi, puisque si on diminue le taux d'hospitalisation, le taux de complications, on va gagner évidemment sur le côté socio-économique. Les résultats sur la perte pondérale à l'heure actuelle sont quand même assez intéressants, en moyenne entre 50 et 70% de perte d'excès de poids suivant les techniques, mais la sleeve et le bypass sont à peu près pareils sur des suivis à 5 ans. Bien faire comprendre aux gens que la chirurgie de l'obésité, ce n'est pas une technique miracle. Ce n'est pas parce qu'on se fait opérer qu'on va être maigre après et qu'il n'y aura aucun effort à faire. Loin de là, le but du jeu, c'est d'arriver à changer le mode de vie. On ne va pas demander à un patient de 150 kg d'aller faire un footing. Par contre, un patient qui aura perdu 60 kg, il va falloir le réinsérer dans une activité physique régulière. Par rapport à la chirurgie orthopédique, donc, je pense vraiment que la chirurgie bariatrique peut aider les orthopédistes à mieux préparer leurs patients et avoir moins de complications post-opératoires. Par contre, faire vraiment attention sur les post-chirurgie bariatrique, à bien vérifier le bilan nutritionnel, métabolique, avant de réaliser la chirurgie orthopédique pour ne pas décompenser un problème. Donc voilà, je voulais remercier mon équipe qui a eu l'award l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, par rapport à la nouvelle technique, une équipe pluridisciplinaire. La chirurgie bariatrique, c'est vraiment un exemple de collaboration entre les différentes disciplines. Et vous parlez 2 secondes de la Ligue contre l'obésité qu'on a montée il y a maintenant 7 ans. Je vous ai dit en tout début de présentation que le traitement de l'obésité, c'était un traitement qui était préventif essentiellement. Donc, il faut vraiment qu'on communique sur
comment ne pas devenir obèse pour ne pas après avoir à courir contre cette maladie. Vous voyez que cette ligue, elle a bien évolué. Il y a 5 comités régionaux, 14 ligues départementales, 67 associations de patients qui sont intégrées dedans. Il y a une ligne d'écoute dédiée maintenant qui a été extrêmement utilisée pendant le Covid et ça, j'en suis très fier. Il y a des organismes de formation, des centres médicaux qui s'appellent OB Santé, dont le premier a vu le jour à la Paillade à Montpellier il y a 3 mois. Et puis énormément de contacts via le site web. Voilà le numéro de la ligne d'écoute dédiée, si vous voulez le noter pour le donner à certains de vos patients. De toute façon, vous retrouvez tout sur le site de la Ligue contre l'obésité et puis quelques infos pratiques sur le site OB Santé qui est nouveau et qui, je pense, va faire plein de petits bébés au niveau national. Voilà, j'espère que j'ai tenu le temps. Désolé pour les petits problèmes de départ. Tout va bien? C'est parfait, David. Merci. Je vais donner le relais du coup à Florent pour sa présentation et on enchaînera du coup avec les questions. Alors, je vais essayer moi-même d'afficher les choses. C'est bon. On voit ton écran. On est en plein écran, c'est bon? C'est bon. Parfait. Parfait. Donc, bonsoir à tous. Évidemment, donc, je salue tous les participants de ce webinaire. Et je tenais effectivement avant tout à dire combien j'étais honoré de participer avec David à ce webinaire, car c'est quand même une référence dans son domaine, à la fois national et international. Et c'est un vrai honneur, même si c'est avant tout un ami pour moi. Donc, je vais, moi, vous faire une présentation donc, sur un sujet particulier qui est la chirurgie prothétique du genou, avec donc sa dernière modalité qui est l'assistance robotisée. Je pense que ça amènera des éléments au débat ensuite sur chirurgie du genou prothétique et obésité. Il est important, je pense, qu'on rappelle les indications chirurgicales des prothèses de genou, c'est-à-dire quand mettons en place une prothèse de genou. Il y a un seul critère qui est la gêne fonctionnelle. Effectivement, les douleurs, le périmètre de marche qui devient rapidement limité, 20 minutes, une demi-heure, la raideur de ces articulations qui est pénalisante et le gonflement vont finalement faire qu'on va avoir des patients qui vont se retrouver dans un entonnoir au niveau de leur activité. Ils vont faire de moins en moins. Alors pendant un temps, ils vont l'accepter. Et puis il va arriver à le moment où les activités seront trop restreintes. Et ça peut être aussi l'entrée dans le surpoids, parce qu'à force de diminuer leurs activités, bien, ça va être un cercle vicieux. Ils auront mal, ils vont diminuer leurs activités, ils vont prendre du poids et ainsi arriver à une situation qui va ne plus être acceptable. Et lors des consultations, moi, c'est en fait le critère que je retiens et c'est la question principale que je pose aux gens, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils sont passés d'une situation qui était encore acceptable au niveau de leur vie à quelque chose qui ne l'est plus. Et quand la situation n'est plus acceptable, eh bien c'est là, souvent, qu'il faut se poser la question donc, de l'indication de la prothèse de genou. La radiographie, évidemment, n'intervient pas, ce n'est pas un critère de décision dans l'indication. Alors bien sûr, il va y avoir différents aspects, différents sujets qui vont poser question pour les indications et l'âge. Alors évidemment, c'est un petit peu arbitraire, hein, cette diapositive, mais c'est pour fixer un peu les idées. En tout cas, c'est comme cela que moi je fonctionne, c'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui de mettre une prothèse de genou avant 50 ans. Et là, on retombe dans ce que disait David sur la prévention, c'est-à-dire que des patients qu'on a vu évoluer à 40, 45 ans avec une arthrose qui débutait et où il n'y a pas eu de vraie prise en charge et notamment du surpoids. Et ils sont entrés dans ce cercle vicieux. Donc, je pense que là aussi, la prévention est essentielle. Elle est la même finalement pour l'arthrose que pour le surpoids. Il faut rapidement agir sur le surpoids. L'arthrose évoluera plus lentement et les patients seront moins gênés et on pourra différer la chirurgie orthopédique. Avant 50 ans, donc jamais. Mais entre 50 et 60, il faut être extrêmement prudent. Non pas souvent, comme on le pense, pour des problèmes d'usure de prothèse, mais parce que les patients n'ont pas un style de vie qui va être adapté à la prothèse. C'est-à-dire qu'une prothèse de genou, ce n'est pas une prothèse de hanche, on ne peut pas tout faire. Il y a certaines limites, le ressenti n'est pas toujours optimal, et c'est pour cela surtout que moi, j'évite de mettre des prothèses de genou entre 50 et 60,
Pour vous donner une idée, pour mettre à peu près en place 250 à 300 prothèses de genoux par an, eh bien, seulement une dizaine de personnes vont en bénéficier entre 50 et 60 ans. Donc, un frein assez notable. Entre 60 et 80 ans, là, évidemment, on est dans la zone qui est tout à fait bonne en termes d'âge. On verra qu'il y a d'autres paramètres, mais l'âge, on est dans quelque chose de tout à fait adapté. Au-delà de 80 ans, évidemment, il va y avoir la problématique du bénéfice-risque, hein, qui, comme pour la chirurgie bariatrique, va se poser, mais là, en termes de risque parfois vital, parfois de complications sévères. Donc, après 80 ans, il faut clairement donner le contrat au patient qui va être de dire soit j'accepte le handicap après 80 ans, soit je ne l'accepte pas, ce qui est tout à fait entendable, mais alors il faut accepter certains risques de la chirurgie, évidemment, et ne pas penser que c'est devenu anodin de faire une prothèse de genou, que ce soit avec ou sans robot. Le poids. Donc évidemment, là aussi, hein, c'est la discussion qui va quasiment de pair avec l'âge, on va le voir. Alors, avec les années, j'ai un peu évolué. C'est-à-dire que j'avais tendance à être un petit peu, parfois agressif, je pense, sur ce sujet avec les balades, ce qui est évidemment une énorme bêtise, car bon, les gens sont victimes, hein, de cette situation de surpoids. Et donc, je crois qu'il ne faut pas avoir d'attitude clivante ou trop rigoureuse, notamment sur des chiffres ou des choses comme ça. Il faut beaucoup discuter. Alors, il est certain qu'il y a des seuils, c'est-à-dire qu'un IMC supérieur à 30, ben, dans nos résultats, déjà, les résultats sont moins bons. Donc, il faut savoir le dire aux gens. Donc, c'est un premier frein. Et puis, un IMC supérieur à 40, donc là où on rentre dans l'obésité morbide, on est là en vraie difficulté sur plein d'aspects. On y reviendra plus tard sur des aspects techniques. Comment mettre en place une prothèse de genou si ces patients-là, ce n'est pas simple. Et puis, sur quels résultats on peut vraiment en attendre. Et donc là où on voit que les deux facteurs se télescopent un petit peu, c'est-à-dire qu'effectivement, il est d'autant moins acceptable de mettre en place une prothèse de genou chez quelqu'un qui est jeune et en surpoids. Donc par rapport à l'âge, plus le patient est jeune, plus on sera exigeant en termes de poids, en tout cas de poids acceptable, car sinon on va combiner ces deux facteurs qui vont malheureusement se potentialiser et aboutir à parfois des catastrophes, c'est-à-dire un patient de 55 ans qui fait 1m70 et 120 kg, ben, ce n'est pas possible, ce n'est pas raisonnable de mettre une prothèse de genou dans ces conditions-là. Il y a d'autres stratégies, la chirurgie bariatrique, mais les prises en charge nutritionnelles en tout premier lieu. Donc ça va être une discussion au cas par cas, il faut vraiment impliquer les gens. C'est pour ça que mon évolution était celle-là, c'est-à-dire avec une attitude un petit peu parfois abrupte au départ, vers une vraie discussion, et puis finalement les gens le comprennent très bien, ils savent où est leur intérêt, et il faut les sensibiliser à ça. La discussion est, qu'est-ce qu'on peut espérer aussi d'une prothèse de genou? Et c'est pour ça qu'entre 50 et 60 ans, il faut faire attention et ne pas en poser avant 50 ans, c'est que ce n'est pas magique, la chirurgie prothétique du genou. C'est bien, ça donne du confort au quotidien aux patients qui l'avaient perdu, qui étaient au bout de leur entonnoir des activités. On peut marcher 3-4 heures avec une prothèse de genou, parfois plus, mais la moyenne, c'est celle-ci. On peut faire du sport avec une prothèse de genou, donc j'ai mis les plus fréquents que je vois chez mes patients, la randonnée, le golf, le ski, la voile. Donc tout ça est possible avec une prothèse de genou. C'est possible, mais ce n'est pas l'objectif de la prothèse. Il est clair que l'objectif d'une prothèse de genou, c'est le confort, marcher correctement, pouvoir visiter des villes, pouvoir se déplacer, faire ses courses, monter ses escaliers, faire son jardin, etc. On ne fait pas une prothèse de genou pour faire du sport, mais avec une prothèse de genou, quand les choses se déroulent bien, on a accès au sport. Et donc là, toujours la comparaison avec la prothèse de la hanche, on a seulement 30% de nos prothèses qui sont oubliées, ce qui montre bien la prudence par rapport à nos patients les plus jeunes. Alors, je vais vous donner quelques éléments techniques parce qu'ils sont assez novateurs, ils sont intéressants à connaître. Donc, sur le principe de pose d'une prothèse de genou, donc c'est évidemment ce qui est à gauche sur la diapositive, et la façon de la positionner de manière robotisée, qui est basée donc sur un scanner avec des reconstructions 3D, donc ce qui est au centre de la diapositive, et le robot et l'outil que vous avez à droite, qui va, nous, dans la chirurgie orthopédique, servir essentiellement à faire les coupes osseuses. Dans d'autres chirurgies, viscérales ou urologiques, c'est pour manipuler les instruments dans l'abdomen des patients. Nous, c'est simplement pour réaliser les coupes osseuses. Il n'y a pas de temps de dissection avec le robot. Le robot est un robot coupeur d'os.
Alors, comme je l'ai dit, c'est d'abord basé sur un scanner préopératoire qui est spécifique. Ce n'est pas un scanner lambda, c'est un scanner spécifique qui va ensuite servir à la navigation et à la robotisation. Et ce scanner, voilà, donc, il nous permet à nous déjà de bien analyser la morphologie osseuse en se déplaçant dans les différents plans de l'espace, que ce soit sur les coupes horizontales, frontales ou sagittales, d'analyser la déformation, d'analyser la présence d'ostéophytes, là, comme en bas à gauche, où on va montrer l'ostéophyte du condyle médial, et sur les coupes de profil, sur l'ostéophyte du condyle médial également, qui peut avoir une importance nous, dans la technique et dans l'équilibrage ligamentaire. Donc voilà l'installation, comment ça se passe, une chirurgie de prothèse de genou robotisée. Donc on a sur la diapositive de gauche donc, un ingénieur qui est aux manettes pour gérer l'outil informatique. Le patient au centre allongé en position genou fléchi et donc le robot qui va réaliser les coupes osseuses à droite. Il y a un temps qui est un temps de mapping, c'est-à-dire qu'il va falloir que la machine fasse l'assemblage entre le scanner qui a été fait auparavant et le genou. Donc là, on est en paire opératoire maintenant. Donc vous voyez, je repère 4 séries de 10 points sur le fémur de manière à ce que la machine fasse l'appariement, encore une fois, entre le patient et son scanner. Donc, on le fait successivement au fémur et au tibia par un ensemble donc, de 2 fois 40 points. Donc, vous voyez, ils sont positionnés sur le patient et des capteurs, ces diodes-là noires et argentées qu'on voit au nombre de 4 sur le fémur et sur le tibia. Ensuite, pendant l'opération, il va y avoir un ajustement du planning opératoire qui va nous permettre, vous voyez la prothèse là est positionnée par l'ordinateur dans la situation qu'on a imaginée comme idéale. Et nous, on va corriger les axes. Vous voyez des chiffres qui défilent là, la flexion est à 2 degrés, le varus, et on va corriger en mettant la tension adéquate au niveau du ligament pour avoir un bon alignement et une bonne tension ligamentaire, que ce soit en extension, et on fera la même chose en flexion, de manière à avoir un positionnement idéal de la prothèse, assurant l'anatomie et la tension ligamentaire adéquate. Et on peut à tout moment la redéplacer. Elle avait été prépositionnée d'abord sur un travail informatique que nous avions fait, et puis maintenant, vous voyez, on la déplace, on peut la déplacer dans tous les plans de l'espace, que ce soit en flexion, en extension. Là, on la distalise pour avoir la bonne tension ligamentaire en extension, par exemple. On la revisualise une fois qu'on a tout repositionné. On n'a encore rien fait au niveau coupe osseuse. On estime que le positionnement, là, à ce moment-là, est idéal. Et donc, on va aborder le moment de la coupe. Donc, qui est, voilà, la situation de coupe. En fait, moi, je vais opérer en regardant l'écran de télévision. Et la scie va se positionner de manière automatique. Vous voyez, là, je vais appuyer sur la gâchette. Le bras se positionne automatiquement sur la situation que j'avais sélectionnée par la planification préopératoire. Et donc, c'est moi qui manipule la scie. C'est assez particulier, mais on est assisté, guidé par le bras robotisé qui va permettre de faire la coupe exactement au millimètre près, là où on l'avait imaginé, et de protéger également les structures adjacentes. Donc, on est sur à la fois quelque chose de précis et de sécurisé. Et vous voyez, moi, entre guillemets, je crayonne l'écran pour faire disparaître le verre avec ma scie, et c'est en faisant de cette façon-là que je vais donc réaliser la coupe tibiale, et encore une fois, de manière idéale, en tout cas comme je l'avais souhaité et imaginé pour le positionnement de ma prothèse. On fait pareil sur le fémur, sur la diapositive de droite, où on va venir donc réaliser successivement les différentes coupes. Là, c'est la coupe condylienne postérieure. Pareil, j'appuie sur la gâchette. La scie se positionne à la bonne position. Et puis, en ayant l'impression de, comme sur un jeu vidéo, de crayonner la zone verte, eh bien, je réalise la coupe osseuse. Donc, les coupes osseuses, voilà, sont faites. On voit les différents coupes réalisées, qui sont en plus d'être très précises, qui sont parfaitement régulières parce que la scie est extrêmement rigide, ce qui n'était pas possible de réaliser avec des scies plus souples auparavant. Là, la rigidité du système permet des coupes extrêmement précises. Et finalement, le positionnement de l'implant, donc qui est sur la diapositive de droite, où on va impacter un implant
qu'on va pouvoir mettre donc sans ciment, où l'os va pouvoir repousser sur la prothèse. Avec la qualité de coupe, cela est possible. La prothèse va finalement s'emboîter parfaitement grâce non seulement à la coupe qui est parfaitement adéquate et qui est parfaitement également harmonieuse, lisse et qui va pouvoir permettre cet emboîtement donc au tibia et puis de la même façon au fémur. On va mettre ce bouclier métallique qui va finalement reconstituer les surfaces qui étaient usées, que nous avons découpées et retirées. Donc voilà la prothèse qui finit d'être impactée au niveau du fémur. Et l'implant est posé. Alors, j'ai passé le temps de la rotule que vous devinez au fond quand je vais retirer mon impacteur qui, elle, a été positionnée dans un autre temps opératoire. Donc la prothèse en place, on s'assure de son bon fonctionnement. Donc là, on est en flexion, on va la mettre en extension. La rotule va se repositionner. Et on contrôle évidemment ce que l'on a fait et on a obtenu, c'est ça qui est assez gratifiant, c'est-à-dire qu'on a obtenu ce 90 degrés avec ce 0 de varus, c'est-à-dire un bon alignement mécanique. Et en extension, c'est pareil, on va avoir une extension complète à 0 degré, et ce qui est recherché avec un varus qui est aussi entre 0 et 1 degré. Donc on a pu obtenir ce que l'on avait souhaité et mécaniquement, il n'y a pas d'instabilité puisque la tension ligamentaire avait été prise en compte également dans la position de l'implant. Et c'est ça un peu la nouveauté avec la robotisation, c'est-à-dire qu'auparavant, la navigation, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années, mais on avait du mal à passer d'une planification parfaite à une réalisation parfaite. Et c'est ça qu'amène la robotisation couplée à la navigation, c'est-à-dire que non seulement la planification, elle peut être idéale, mais on arrive à la transposer chirurgicalement de manière optimale. Quels sont les suites d'une prothèse de genou pour avoir quelques notions, donc, puisqu'on a vu qu'il y avait un public qui était assez large. Donc, le premier levé se fait à J0. Les patients sont opérés le matin et se lèvent en fin d'après-midi pour faire quelques pas dans leur chambre, pour aller aux toilettes, par exemple. Ils sont hospitalisés en moyenne 2 jours. La rééducation va durer 3 mois. Et puis, il y a une autre phase sur laquelle j'insiste beaucoup, puisque évidemment, les patients sont complètement informés du déroulement des choses. Il va y avoir ensuite 3 mois d'adaptation, où on va s'habituer à cette prothèse qui n'est pas un genou normal, avec des sensations différentes, de la peau qui est endormie par certains endroits, des tiraillements à d'autres, et on va un peu apprivoiser cette prothèse. Donc, j'ai l'habitude de dire que l'on est bien à 6 mois, c'est le moment où l'on reprend justement ses activités, et très bien à 1 an, c'est long. Les résultats, même si ça veut tout et rien dire, mais on est quand même sur 85% de bons et très bons résultats, 10% de résultats moyens, c'est-à-dire des gens qui ont été améliorés, mais cela reste un peu décevant par rapport aux objectifs que l'on avait, 5% de mauvais résultats qui sont des patients qui ont ressenti qui est parfois moins bon qu'avant l'opération, sans qu'il y ait véritablement d'erreurs techniques authentifiées, sans que les gens n'aient mal fait leur rééducation, mais en fait, ils n'acceptent pas leur prothèse. Ce n'est pas un phénomène allergique, mais ils ne l'acceptent pas. Leur environnement tendineux, ligamentaire, synovial, parfois, n'accepte pas cette prothèse. Elle reste douloureuse et trop gênante. À titre indicatif, une durée de vie de moyenne de prothèse de genou, aujourd'hui, c'est 18 ans, même si on pense que les choses évoluent vers 20 ou 25 ans maintenant. Donc, il y a des particularités aux patients obèses, et c'est pour ça qu'il faut avant tout éviter d'opérer des gens en surpoids, enfin éviter qu'ils le deviennent, comme l'a dit David avec la prévention. Mais quand c'est le cas, qu'est-ce que ça pose comme problème et pourquoi on ne peut pas opérer certains de ces patients? D'abord, il y a des difficultés d'exposition, c'est-à-dire qu'on comprend bien que quand on a un environnement graisseux majeur, un panicule adipeux majeur autour du genou, eh bien, il est compliqué d'accéder à l'articulation, compliqué de positionner la prothèse de manière optimale, donc il y a un risque de mauvaise pose de cette prothèse. Bien sûr, les repères sont perturbés, c'est-à-dire qu'on n'a pas les repères habituels osseux qui sont masqués par la graisse, l'axe du tibia est difficile à identifier. Et là, par contre, la robotisation apporte quelque chose, car effectivement, comme tout est basé sur le scanner préopératoire, même si les repères osseux péropératoires sont masqués par le surpoids du malade, eh bien, le scanner nous permet de facilement retrouver ces repères et de les positionner la prothèse là de manière intéressante, malgré le surpoids. Et enfin, il y a les risques cicatriciels et infectieux que posent ces patients. Et puis, il y a les complications mécaniques. Alors, il y a des complications spécifiques aux patients obèses, qui sont les rotules qui se luxent plus facilement, des problèmes d'appareil extenseur, la fracture de la rotule, la rupture du tendon rotulien sont des complications qu'on retrouve beaucoup plus chez le patient qui est en surpoids, ainsi que bien sûr les enfoncements et les décellements. Alors, j'ai mis architecture entre parenthèses,
Parce qu'en fait, c'est le discours que je tiens aux patients pour qu'ils comprennent. Parce que quand je leur dis, je ne peux pas raisonnablement vous opérer d'une prothèse de genou en l'état, il va falloir qu'il y ait une perte de poids significative avant, je compare ça à un immeuble. C'est-à-dire, je leur dis, voilà, faire une prothèse de genou chez vous avec ce surpoids, c'est faire un immeuble de 8 étages avec des fondations faites pour 4. Ça, ce n'est pas acceptable. Et c'est d'autant moins acceptable que l'on souhaite que la prothèse dure longtemps et dans de bonnes conditions. Alors, parfois, on transige. On peut faire un immeuble de 5 étages avec des fondations faites pour 4. Voilà, ça, c'est le patient en surpoids. Mais 8 étages, fondation faite pour 4, chez un patient de 55 ans où on veut que la prothèse dure 25 ans, ça ne marche pas. Il ne faut pas le proposer aux patients, mais en leur expliquant, et c'est un discours qui passe bien, ils se rendent bien compte qu'il y a un problème mécanique majeur et qu'il faut y apporter des solutions, qui va être obligatoirement une perte de poids significative pour pouvoir accéder à la chirurgie prothétique. Donc évidemment, c'est toujours une discussion, la chirurgie, bénéfice-risque, le résultat qu'on attend, l'indication. Donc on n'opère pas des radios, vous l'avez compris. On n'opère pas non plus que des genoux. On opère des gens qui ont mal, on opère des gens qui sont parfois en surpoids, qu'on a mal pris en charge depuis des années finalement, parce qu'on ne leur a pas parlé de cette perte de poids. J'ai vu que David, dans son prise en charge multidisciplinaire, il avait mis le kinésithérapeute et le rhumatologue. Il nous a oubliés, nous, chirurgiens orthopédistes, c'est quand même pas très gentil. Mais je crois que voilà, on voit trop de patients qui, c'est pas une critique par rapport ni aux médecins généralistes, ni aux médecins rhumatologues, évidemment, mais à qui on donne des traitements antalgiques, anti-inflammatoires, à qui on fait des injections, des infiltrations, de la viscosupplémentation, des PRP. Et parfois, le sujet de la perte de poids n'a pas été évoqué, alors qu'on est chez des patients jeunes et qui ont un surpoids qui est évident. Donc, on opère des gens, et ces gens, il faut bien les prendre en charge le plus tôt possible, leur expliquer les difficultés que pose leur cas pour qu'ils comprennent que parfois, on doit différer les choses et on ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et moi, je terminerai en posant les questions qui me paraissent aussi importantes, parce que c'est vrai que j'ai même qu'avoir bien écouté la présentation de David, c'est quand est-ce que nous, en fait, chirurgiens orthopédistes, on doit adresser le patient au chirurgien bariatrique. J'ai compris que déjà, c'était après que l'IMC soit au-delà de 35, semble-t-il. Et puis, quand est-ce que le chirurgien bariatrique doit, lui aussi, orienter le patient vers nous? Alors, c'est pas toujours, ni dans un sens ni dans l'autre, pour de la chirurgie, mais ça peut être que du conseil. J'imagine que le chirurgien bariatrique n'opère pas tous les gens qu'il voit, loin de là. Et nous-mêmes, chirurgiens du genou, on n'opère pas tous les gens que nous voyons. C'est des discussions, ce sont des avis, ce sont des échanges, et avec souvent la nécessité de revoir les gens à de nombreuses reprises pour prendre la meilleure décision pour eux, dans les meilleures conditions. Voilà ce qui me paraissait important de dire, et puis savoir ce que David pense de tout ça et comment lui, il voit l'échange entre nous. Merci. Bravo pour cette présentation. Je suis resté collé aux images, donc ça m'a beaucoup intéressé. Ce n'est pas du tout mon domaine, mais j'ai adoré le robot, et je t'appellerai pour une idée que j'ai eue dans la présentation par rapport aux 10 petits points que tu mets sur ton genou. Là, moi, j'aimerais bien mettre 10 petits points sur mon estomac pour savoir comment bien le découper et avoir tout le temps la même découpe. Je pense que ce serait extrêmement intéressant. Donc, on se rappellera demain pour en discuter. La première question, c'est quand le chirurgien du genou doit-il adresser son patient au chirurgien bariatrique? Je pense que c'est très tôt, en fait, dans ta prise en charge, parce que, comme tu l'as montré, je pense que l'obésité est vraiment un facteur de risque important pour toi, tant sur le côté technique que sur le côté complications. Donc, dès que le patient est supérieur à 35, évidemment qu'il faut le lancer en tout cas, l'informer sur la possibilité d'une prise en charge de chirurgie bariatrique. Et s'il est entre 30 et 35, ce qui est sûr, c'est qu'il faut l'adresser à un médecin nutritionniste ou à un endocrinologue pour commencer à imaginer une perte pondérale. Après, quand est-ce qu'on fait le chemin inverse? Quand le chirurgien bariatrique doit-il orienter le patient vers le chirurgien du genou? Je pense qu'on a donné la réponse tous les deux. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des kinés entre nous qui sont un peu le lien entre toi et moi, et que le kiné, il va faire la rééducation du patient obèse quand il a été opéré, et puis il va voir si la douleur, elle passe ou pas, et il faudra vraiment qu'il l'oriente vers toi si la douleur persiste. Et inversement, le kiné, c'est lui qui va être en préopératoire aussi potentiellement mobilisable pour
gérer un patient et c'est à lui de te l'adresser, même s'il est obèse, pour faire un premier bilan. Je pense que c'est bien que tu le vois au départ du parcours, que peut-être toi, tu déclenches dans le chemin clinique et je vais rajouter le chirurgien orthopédique dans ma diapositive, ça me fait plaisir. Mais c'est évident, tout ce que tu dis est évident, c'est-à-dire que je pense que tu as compris et qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont compris que l'obésité décompensait un maximum de chirurgie. On parle de chirurgie orthopédique, mais on peut parler aussi de chirurgie urologique avec transplantation rénale qui sont contre-indiquées chez les patients obèses, avec la chirurgie de transplantation hépatique. Enfin, il y a beaucoup de chirurgies qui sont impactées par l'obésité. Donc, maintenant qu'on est arrivé à avoir des traitements qui sont efficaces, qui sont de plus en plus sûrs, parce que je n'ai pas parlé de taux de mortalité sur ma présentation, mais on est à moins de 0,1% de mortalité sur la chirurgie bariatrique grâce au progrès technique, mais aussi grâce au progrès de l'anesthésie-réanimation, il faut le souligner. Donc, quand on peut proposer des techniques à des mortalités inférieures à 0,1%, quand on a bien sélectionné les patients, il faut vraiment le faire. Et moi, ce qui me choque un peu à l'heure actuelle, c'est le problème de considérer la chirurgie de l'obésité comme une chirurgie esthétique. C'est tout sauf de la chirurgie esthétique. Évidemment que les patients, ils ont envie de se regarder dans la glace et d'avoir des standards qui sont plus adaptés à ce qu'on voit à la télé, mais le patient, il vient se faire opérer parce qu'il est essoufflé, parce qu'il n'arrive pas à jouer avec ses enfants, parce qu'il n'arrive pas à faire ses lacets, parce qu'il a du diabète, parce qu'il a mal au genou. C'est ça le problème. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un travail sur les mentalités à l'heure actuelle. Ça a évolué. C'est loin d'être le top, quoi. Oui, en plus, c'est vrai que nous, on se heurte aussi, tu vois, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que je propose. Alors, sans le connaître très bien, c'est pour ça que c'est important qu'on échange, mais c'est une chirurgie qui fait encore un peu peur aux gens. Ça, c'est quand même quelque chose que moi, je vois beaucoup, c'est-à-dire que, tu vois, c'est une évidence que, voilà, 55 ans, encore une fois, 1m70, 120 kilos, non, monsieur, je ne peux pas vous opérer, quoi. Il faut absolument que vous fassiez quelque chose, mais j'ai tout fait. Allez voir quelqu'un, peut-être, la chirurgie bariatrique, prenez un avis, etc. Ouh là là, non. Donc, on a quand même encore ce frein. Alors, pourtant, je sais que toi, tu communiques beaucoup et qu'on a la chance à Montpellier d'avoir un centre de référence, ce qui n'est pas le cas partout. Et pour autant, c'est encore une chirurgie qui a beaucoup de freins, je trouve. Je crois, Flo, que ce n'est pas uniquement de la peur. Je pense que c'est de la honte aussi. C'est-à-dire que les gens, ils considèrent que de se faire opérer, c'est la solution de facilité. Et qu'ils ont honte de dire qu'ils n'y sont pas arrivés par eux-mêmes. Enfin, moi, c'est le ressentiment que j'ai par rapport à mes patients. C'est-à-dire que tu vois souvent des gens qui arrivent te dire j'ai fait 30 régimes, j'ai perdu 50 kilos, j'en ai repris 60. Et ils me disent ouais, mon mari, il pense que j'ai pas assez de courage pour y arriver tout seul. Sauf que à 40 d'IMC, tu peux pas faire d'activité physique et faire qu'un régime toute la journée. Au bout d'un moment, notre cerveau n'est pas formaté pour faire un régime. Donc, je pense qu'il faut faire comprendre aux gens que d'aller se faire opérer, c'est plus une réaction de courage. Parce que qui c'est qui a envie d'aller se faire opérer quand on lui dit qu'on peut mourir sur table, même si c'est 0,1% des gens. Moi, je dis à mes patients, vous êtes courageux de le faire, mais il faut le faire. Parce qu'il y a plus de chances à l'heure actuelle de mourir d'une chirurgie d'une obésité massive que de se faire opérer d'une chirurgie bariatrique. Ça, c'est prouvé. Donc, il y a beaucoup de problèmes de communication et je suis d'accord avec toi que les gens, ils ont peur. À la rigueur, je préfère qu'ils aient peur parce qu'il ne faut pas non plus penser que la chirurgie bariatrique, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, un miracle. Il y a des complications de temps en temps. Il y a des cas de décès et nous, on en a eu 2 ou 3 dans l'équipe depuis 20 ans et c'est dramatique. Des embolies pulmonaires, des problèmes d'infarctus post-opératoire. Bon, mais voilà, mais il y a moins de décès que ce qu'il y a de décès dû à l'obésité massive, ça c'est sûr. D'accord, donc notre rôle, c'est de les encourager. De les orienter, les encourager, si tu veux, c'est difficile. Toi, en tant qu'orthopédiste, c'est comme moi, comme je dis, allez voir l'orthopédiste pour votre genou, mais au moins qu'ils aient l'avis d'un endocrinologue ou d'un médecin nutritionniste, tu vois, qu'il y ait déjà un bilan médical qui soit fait. Et puis, si le médecin il juge qu'effectivement, il y a une indication et que le patient il peut potentiellement évoluer vers ça, l'adresser. Moi, j'enverrai chez un rhumato, je ne vais pas t'envoyer directement quelqu'un qui me dit j'ai mal au genou, tu vois. Donc, nous, on envoie chez le rhumato et le rhumato, il juge s'il y a besoin d'appeler Florent pour faire la prothèse. D'accord. Donc, les interfaces, donc c'est l'endocrinologue et le médecin nutritionniste, quoi. Exactement. Et
Et moi, je compte beaucoup sur les kinés, tant sur la prévention que sur le traitement. C'est-à-dire que les kinés, c'est quand même eux qui voient tous les patients qui ont des problèmes de genoux ou de hanches, en rééducation ou même en prévention. Et ils doivent, les kinés, maintenant, être impliqués dans le parcours de bariatrique en amont et en aval. On est en train de bosser sur une préparation même en pré-chirurgie bariatrique, comme vous avez fait sur le genou, de préparer, tu vois. Moi, on est en train de bosser sur un protocole pour préparer les patients avant la chirurgie bariatrique, essayer de les faire travailler un peu sur des… On a vu tout à l'heure les techniques de Hubert, la technique des WAF, les ballons WAF, tu vois, en balnéothérapie, adaptée à l'obèse. Tu peux pas… Enfin, moi, j'ai vu un médecin généraliste quand même donner une ordonnance à un patient de 150 kilos en lui disant mangez moins et faites du sport. Mais non, là, tu touches la bombe, comme on dit à 7, quoi, tu vois, tu touches la bombe. C'est-à-dire que le mec, il savait pas, enfin, je sais pas s'il savait pas ou il s'en foutait ou. Alors, c'est un cas exceptionnel. Hein. Je sais que les médecins généralistes, ils sont heureusement pas tous comme ça, mais on ne peut pas dire à quelqu'un de 150 kilos mange moins et fais du sport. C'est pas possible, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais bon. Et sur l'âge, la vraie vie. Et sur l'âge, parce que nous, on a cette problématique de l'âge et du timing. C'est-à-dire, est-ce que vous, c'est plus simple si on vous envoie le malade tôt? C'est-à-dire, par exemple, comme tu dis, est-ce que finalement, il vaut mieux qu'il soit à 35, à 40 IMC parce que les suites vont être plus simples, le changement de mode de vie va être plus simple? Est-ce que donc, être là aussi, sans être excessif, mais poser l'indication tôt, est-ce que c'est mieux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Plus tu prends les patients tôt, plus le résultat est bon. En gros, l'obésité sévère, donc entre 35 et 40, sont les meilleurs résultats de la chirurgie bariatrique. Et c'est normal. Moins tu as de poids à perdre, plus c'est facile d'y arriver. Après, je pense aussi que moins tu as de poids à perdre, moins tu as eu de répercussions sur tes articulations. C'est-à-dire que quand tu fais 50 d'IMC, tu penses que tes genoux et tes hanches, elles sont défoncées, alors qu'à 35, elles sont un peu moins. Donc, tu peux être réinséré dans un programme d'activité physique plus facilement derrière. Par contre, ce qui est sûr, et j'ai conclu sur ça dans ma présentation, c'est que effectivement, tu dis il faut intégrer l'orthopédiste dans l'équipe pluridisciplinaire de bariatrique, mais moi, je pense qu'il faut intégrer le nutritionniste dans ton équipe à toi. C'est-à-dire que si le patient il a été opéré, il faut vraiment vérifier, et on travaille beaucoup sur la perte pondérale et la perte de masse maigre en post-opératoire. Je pense que toi, il faut que tu aies un timing post-opératoire à bien définir pour ne pas prendre de risques, tu vois. Par rapport aux carences qu'il aurait pu avoir, carences, je pense que quand tu mets une prothèse sur quelqu'un qui a un sarcopénie, notamment, c'est dangereux, non? C'est-à-dire qu'effectivement, après, nous, contrairement à ce qu'on parfois on croit, tu vois, et c'est un truc, on n'a pas besoin de trop de muscles dans la prothèse de genou, bizarrement, tu vois. C'est-à-dire que, bon, il faut évidemment le minimum, machin, mais de la même façon qu'en rééducation, finalement, on va beaucoup travailler la souplesse, la mobilité, la flexion, l'extension. On va très peu travailler le muscle parce qu'en fait, parfois, ça parasite les récupérations de prothèses. Alors, à terme, il en faut, si tu veux. Donc, les gens, en fait, ils vont le récupérer, mais en reprenant leur activité. À 4 mois, 5 mois, 6 mois, ils vont reprendre leurs activités, la marche, le vélo, nager. Et ils vont refaire un petit peu leur masse musculaire à ce moment-là, mais c'est par exemple pas un objectif de rééducation, si tu veux. Donc, après, moi, je le voyais plutôt, tu vois, par rapport à la problématique de la cicatrisation, tu vois. Mais bon, post-opératoire. Mais sur l'aspect musculaire, à la limite, on peut se permettre d'avoir un peu de temps, quoi. Moi, j'ai été vraiment impressionné parce qu'on a un gars qui travaille avec nous qui s'appelle Laurent Memoun, qui travaille vraiment un mec extraordinaire qui fait les ostéodensitométries pré-op et post-op. Ouais. Et ce mec a publié avec notre équipe une étude à 1 mois. Quand tu perds 10 kilos de poids après une sleeve, tu perds 4 kilos de muscle. Et je pense que dans le peu de souvenirs que j'ai du genou et de l'orthopédie, hein, je pense que quand même la masse musculaire a un rôle de contention, donc quand même au niveau du genou. Oui, c'est pour ça que je te disais, c'est qu'il faut le minimum, mais je pense qu'effectivement, on pourrait chercher à définir un seuil d'ailleurs, hein, effectivement, en dessous duquel il ne faudrait pas descendre pour pouvoir opérer les gens dans de bonnes conditions. Mais par exemple, ce que je dis souvent aux gens, et puis c'est lutter contre une idée reçue, c'est les gens parfois, quand ils ont 55 ans, ils pensent qu'ils vont mieux récupérer leur prothèse de genou que quelqu'un de 80. Et bien non, en fait, parce que parfois, cette masse musculaire, elle peut même parfois gêner la récupération plastique autour de la prothèse, si tu veux, que des muscles parfois un peu trop puissants et du mal à s'adapter à cette mécanique, même si elle est
le plus proche possible de la normale, mais elle est toujours un petit peu différente. Et donc, on voit des gens de 80 ans qui ont peut-être une espèce de plasticité musculaire, même si ce n'est pas le bon terme, qui va se faire à la prothèse et très, très bien s'adapter à leur prothèse. Alors, parfois, des gens un peu trop rigides, un peu trop musclés, on peut lutter quelque part contre cette nouvelle mécanique. Donc, tu vois, on a un peu, je pense, un compromis toujours entre les deux, mais le muscle, oui, mais une certaine mesure, ouais. Donc moi, j'ai une question pour toi parce qu'on a un patient en commun là, qui est un très, 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 très bon ami à moi. Un patient de 150 kilos, d'une cinquantaine d'années, qui ne veut pas se faire opérer de chirurgie bariatrique et qui a une indication de prothèse. Tu as dit tout à l'heure que c'était rarissime de les faire et que tu nous as expliqué pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Non, je crois qu'effectivement, je crois qu'il faut, je crois qu'il voilà, il faut pas faire la prothèse de genou, ça c'est sûr, parce que, alors, sauf si on pourrait imaginer, c'était la question d'après, c'est-à-dire on envisage toujours la chirurgie bariatrique avant la chirurgie de prothèse de genou. D'accord. Est-ce qu'il y a des cas exceptionnels où on ne pourrait pas inverser le paradigme, c'est-à-dire de dire, avec un contrat avec les gens très particuliers, donc bon, c'est une niche, c'est sûr, mais c'est des gens qui sont dans une impasse, de leur dire, j'accepte, malgré les conditions très défavorables, de vous faire une prothèse de genou, mais vous devez faire la chirurgie bariatrique derrière, si tu veux. C'est-à-dire que pour eux, ça peut être le pied à l'étrier, un peu des activités, des choses comme ça. Et est-ce que sur des cas très particuliers, on ne pourrait pas l'imaginer dans cet ordre-là? C'est-à-dire, pour pas qu'il y ait un refus franc et massif, mais une espèce de contrat. Vous ne voulez pas la chirurgie bariatrique, mais il va falloir y aller. Alors nous, on peut faire un compromis. Peut-être. Et tu vois, je pense que ce webinaire, il est un peu novateur parce que c'est la première fois, je crois qu'il y a une discussion entre un orthopédiste et un chirurgien bariatrique. Mais moi, je vois l'avenir comme ça. C'est-à-dire que dans votre parcours de soins à vous, sur la prothèse de genou et peut-être de hanche aussi, je pense qu'il va falloir à un moment donné se positionner en disant la perte de poids est obligatoire. On sait qu'après 40 d'IMC, le régime, ça ne marche pas. Donc, vous n'avez que la chirurgie bariatrique. On ne va pas obliger des gens à se faire opérer, loin de là. Mais il faut qu'ils s'entendent quand même que derrière, quand tu as 50 ans, tu as un décèlement de prothèse, tu fais quoi derrière? Tu es en fauteuil roulant toute ta vie, non? Après, de toute façon, c'est la spirale de la catastrophe. C'est-à-dire, alors évidemment, on peut changer la prothèse une fois, deux fois, mais après, on manque de stock osseux. Et puis, de toute façon, on n'a pas résolu le problème de base. C'est-à-dire, effectivement, si le surpoids est là, la deuxième prothèse, elle va se déceler pareil, et la troisième pareil, si tu veux. Donc, effectivement, tant qu'on ne gère que les conséquences d'un problème sans s'attaquer à la cause initiale, on va être dans un échec qui se répète, quoi. Donc, mais presque la prothèse qui se décèle, c'est le sujet âgé. Au lieu de la reprendre, là, il faut lui dire, écoutez, monsieur, tant que vous n'aurez pas subi une chirurgie bariatrique qui va vous faire perdre significativement du poids, on ne va pas vous réopérer et vous réopérer en ayant chaque fois un échec assuré au bout, quoi. Non, mais ça a du sens, on est d'accord. On est d'accord. Il faut peut-être répondre aux questions. Y a-t-il un problème pour la mise en place d'une prothèse lorsqu'il n'y a plus de ménisque dans le genou, docteur Busquet? Non, parce que les ménisques sont supprimés en fait lors de la chirurgie prothétique, on enlève les ménisques. Donc, de la même façon qu'on enlève le cartilage qui est usé par des coupes osseuses, on supprime les ménisques parce qu'ils n'ont plus de rôle dans une prothèse totale de genou. On les enlève non seulement les ménisques, mais on enlève également les ligaments croisés aussi, parce que parfois ça peut être une question aussi. Donc, on enlève les ménisques et les ligaments croisés. On a seulement besoin des ligaments collatéraux, médial et latéral pour la prothèse. Ensuite, j'ai une question pour le professeur Noka. Quelle est la rythmicité des contrôles gastroscopiques? Alors ça, c'est Georges Galando de Montauban qui la pose apparemment. C'est un gastro-entérologue très impliqué dans la chirurgie bariatrique, que j'embrasse d'ailleurs. Écoute, les nouveaux contrôles sur la sleeve, ils sont maintenant systématiques entre 1 et 2 ans post-opératoire. Pourquoi? Parce qu'après la sleeve, on a 50% de reflux dans la majorité des séries et que ce reflux peut entraîner des endobrachiésophages, voire des cancers de l'œsophage. Alors, c'est rarissime, évidemment, mais il faut absolument qu'on ait un diagnostic de reflux parce qu'on a des reflux qui sont asymptomatiques et c'est la gastroscopie qui va faire le diagnostic. Après bypass, honnêtement, la gastroscopie de contrôle n'est pas obligatoire, sauf si dysphagie, auquel cas on peut mettre en évidence une sténose et essayer de demander une dilatation ballonnée par l'endoscopiste. Après l'anneau, la gastroscopie n'est pas utile, c'est juste le contrôle radiologique qui va montrer si l'anneau est bien positionné, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'anneaux réalisés à l'heure actuelle.
J'ai une autre question qui dit quelle est la diminution ou la disparition des douleurs ostéo-art des patients après la sleeve? Ben ça, c'est un peu ce qui va pas nous opposer, mais ce qui va un peu nous tendre entre les chirurgiens bariatriques et les chirurgiens orthopédiques. C'est-à-dire que des fois, on a eu des cas, et vraiment, hein, on a opéré plus de 5000 patients là, dans l'équipe. Alors, honnêtement, on n'a pas mis de database sur les problèmes de genoux, mais je connais déjà 3-4 patients qui devaient avoir une prothèse de genou, qu'on a opéré, qui ont perdu 50 kilos et qui n'ont pas eu la prothèse de genou. Par contre, ils l'auront dans le temps. C'est-à-dire, c'est décalé d'une dizaine d'années la prothèse de genou, je pense. Non, mais ça, c'est pas être que souhaitable. Hein. C'est-à-dire, effectivement, entre guillemets, c'est pas des patients qu'on perd parce qu'on les opérera plus tard, mais au-delà de ça, c'est des patients qui auraient mal évolué. Donc, c'est des patients qu'il ne fallait pas opérer de toute façon en l'état. Et donc, je crois que ça peut être que bénéfique d'arriver à les différer parce qu'effectivement, malheureusement, le processus d'arthrose, une fois qu'il est enclenché, il continuera à évoluer. Donc, c'est sûr que c'est malheureusement des patients qu'on retrouvera, mais dans des bien meilleures conditions parce qu'ils auront un âge plus adapté, parce qu'ils auront un poids plus adapté, quoi. Clairement. Si on le présente comme ça va passer tout seul. Ouais, mais c'est Il y a un bon duo quand même, hein. Je ne sais pas si vous le notez, mais les deux là, ça tourne bien. Hein. Ouais, j'ai presque du mal à vous poser la question. Tu peux t'enlever, on va le faire tous les deux le truc. Allez, je vais animer quand même. Donc du coup, quelle est la durée d'anticoagulation prophylactique au décours de la chirurgie orthopédique? Alors, pour une prothèse de genou, c'est classiquement 45 jours, mais on est en train de le diminuer à 30 jours. Et avec les protocoles donc de RAC, c'est-à-dire de réhabilitation améliorée après chirurgie, on peut penser encore les diminuer parce que les gens se verticalisant d'emblée, marchant le jour même, marchant dans leur chambre pour aller du lit au WC, il faut être clair, eh bien, cette anticoagulation elle va tendre à diminuer. Les recommandations, c'est 40 à 45 jours. Au jour d'aujourd'hui, on est à 30 jours. Ça devrait pouvoir diminuer, voire même à passer des gens sous antiagrégant simple, plutôt que sous anticoagulation vraie. Moi, j'ai une question, Flo. Est-ce que tu utilises les bas de compression intermittentes? On utilise ça beaucoup, nous, en chirurgie bariatrique. Alors, c'est vrai qu'au genou, c'est difficile de poser des bas de compression intermittente sur le mollet, mais quand tu fais des hanches ou des trucs comme ça, vous utilisez ça en orthopédie? J'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Nous, on utilise deux types de choses. On utilise la cryocompression post-opératoire, c'est-à-dire que les gens, notamment pour le genou, ils ont des attelles avec du froid qui circule à l'intérieur et qui va comprimer le genou pour mieux faire rentrer le froid, entre guillemets, dans l'articulation et améliorer le rôle antalgique anti-inflammatoire post-opératoire. Donc ça, c'est des attelles de cryocompression. Après, ils ont les bas classiques type 2, donc bas. Mais je ne sais pas ce que c'est là, ce que tu En fait, ce sont des contentions que tu mets autour du mollet qui vont comprimer toutes les 5 secondes le mollet pour chasser le sang au niveau veineux et faciliter le retour veineux. Vous n'avez pas ça? Non, je ne connais pas ça. Alors, c'est vrai que le genou est à distance un peu trop courte, mais au niveau de la chirurgie de la hanche, et par contre, moi, ce qui est toujours embêtant, c'est que parfois, ces systèmes, ne serait-ce comme les chaussettes de contention, ça peut avoir tendance à faire garrot sous le genou, ce qui n'est pas du tout bon après une chirurgie du genou. Est-ce qu'il y a des systèmes qui montent au-dessus du genou, type bas, du même type? Non, là, c'est sous le genou. Là. Ça reste sous le genou, quoi. Ouais. Peut-être pas complètement adapté à la chirurgie du genou. Peut-être plus pour la chirurgie de la hanche, tu as raison. Ouais. Alors, j'ai une prochaine question. Est-ce que placer des semelles ortho pour la reprise de l'activité physique après la chirurgie bariatrique et avant la chirurgie ortho pour relaxation du membre inférieur et soulagement relatif du patient? Je vous le lis comme je le vois. Ce qui est sûr, c'est que après la chirurgie bariatrique, il va quand même se passer beaucoup de choses au niveau du centre de gravité, c'est-à-dire que le patient va perdre tellement de poids au niveau abdominal que tous les centres de gravité vont changer et que ce n'est pas illogique d'intégrer un podologue ou un posturologue dans la prise en charge du patient. Ça me paraît évident, moi. Ça ne se fait pas, par contre, c'est très rare. Hein. Non, effectivement, le travail de posture, il est important. En plus, nous, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très très bien, nous, les orthopédistes, alors qu'on devrait quand même être un peu plus au fait des choses. Mais non, je pense qu'effectivement, il y a une place pour ça, clairement, toujours pareil, quoi. C'est un petit moyen, hein, c'est un petit moyen, mais qui, additionné au reste, peut donner du confort, faire gagner du temps, etc. C'est comme, on parle de chirurgie bariatrique, évidemment, parce que c'est le sujet, mais comme je dis souvent aux gens, mais commencer par perdre déjà 4 à 5 kilos. Ça, c'est globalement, entre guillemets, à la portée de tout le monde.
Et David citait des gens qui n'étaient pas opérés après les chirurgies bariatriques, mais il y a des gens qui perdent 5 kilos et que je ne revois que 5 ou 10 ans après. Hein. Donc parfois, on n'a pas besoin de beaucoup. C'est pas ça qui va changer l'évolution de l'arthrose, mais par contre, c'est ça qui va changer son ressenti. C'est-à-dire qu'avec 4-5 kilos de moins, les gens, ils ont moins mal à leurs genoux. C'est ça. Les autres traitements, viscosupplémentation, PRP et semelles, du coup, peuvent mieux agir, puisque c'est des petits moyens, mais ils peuvent agir dans des meilleures conditions architecturales. Et du coup, les gens, on va gagner ce fameux temps qui est précieux, quoi. Donc, je crois que les moyens sont bons, quoi. Même des petits. On parle de genoux, mais on pourrait parler de dos aussi. Hein. C'est-à-dire que le nombre de patients qui ont des lombalgies ou des dorso-lombalgies qui vont perdre 3-4 kilos qui vont être améliorés, imagine quand ils en perdent 25. Donc, c'est sûr que… Non, ouais, c'est évident que la perte de poids, comme dit Florent, de 3 à 5, c'est déjà bien. C'est toujours l'objectif qu'on va se donner qui est intéressant à valider d'emblée, quoi. Il ne faut pas vouloir aller trop haut non plus. Hein. En prochaine question, on a une question qui demande, Gaïa, entre la chirurgie bariatrique et la prothèse, quel est le délai? Le poids, est-ce qu'il doit être stabilisé? Alors là, moi je pense que le poids, oui, doit être stabilisé. Maintenant, comme disait Florent tout à l'heure, c'est une question de discours avec le patient. C'est le patient, s'il a vraiment très très mal au niveau de son genou, peut-être qu'à un moment donné, il faudra anticiper et y aller alors que la chirurgie bariatrique n'est pas stabilisée. Mais pour vraiment être sûr qu'il n'y a pas de carence nutritionnelle, il faut que le poids soit stabilisé. C'est-à-dire que nous, à l'heure actuelle, quand on fait de la chirurgie réparatrice, la chirurgie réparatrice est recommandée entre 18 mois et 24 mois. C'est-à-dire que le plateau est à 18 mois normalement. D'accord? Donc, c'est mieux, je pense, d'attendre 18 mois. Maintenant, est-ce que vous pouvez ou pas? Ça, c'est à voir avec chaque patient en individuel. Quoi. Ok. J'avais une question. Est-ce que vos PTG sont-elles toutes robotisées? Alors, les miennes, oui. Parce que ça fait maintenant 2 ans qu'on a cet outil. On l'a fait. Moi, personnellement, j'ai fait au début, je faisais un patient sur 2, entre guillemets, pour me rendre compte, parce que j'étais un tout petit peu sceptique au départ, malgré tout. Et puis, effectivement, maintenant, elles sont systématiquement robotisées. Ouais, à la fois, c'est confortable, c'est précis, c'est sécuritaire. Donc, c'est toujours pareil. C'est comme le GPS, comme je le dis parfois, c'est-à-dire que on n'a pas besoin pour rentrer chez soi, hein, mais si on le met systématiquement, on est toujours sûr d'arriver. S'il y a des travaux sur la route, on évite les travaux et on arrive chez soi à l'heure. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est tellement confortable que… C'est important d'arriver chez soi à l'heure, on le sait. Voilà, de ne pas perdre ses clés. Il y a plein de choses. Et donc, du coup, je crois que non, c'est un confort, c'est une sécurité pour le malade. Et donc, du coup… Voilà, évidemment, hein, avant, je pense que je faisais correctement les prothèses de genoux, et puis il y a plein de centres en France qui n'ont pas le robot et qui font très très bien des prothèses de genoux, bien évidemment. Voilà, c'est pas révolutionnaire, mais c'est un plus, c'est intéressant, et du coup, ayant la chance de l'avoir, je le fais systématiquement. Oui. Dans le sondage qu'on avait mis à disposition, on avait une question qui était est-ce que la chirurgie robotisée est adaptée aux patients obèses? Je pense qu'on en a quand même répondu en partie. On avait 57% des gens qui ont dit oui, mais quand même 36% qui disent que dans certains cas. Donc au final, quelle serait votre réponse? Moi, je pense que évidemment, c'est un peu plus difficile que chez le patient qui n'est pas en surpoids de faire une prothèse de genou robotisée chez un patient en surpoids, mais par contre, on sera meilleur. On sera meilleur, et donc je pense que c'est pas une réponse, mais la chirurgie robotisée, de par l'interface scanner, va nous faire retrouver des repères osseux qu'on aurait du mal à retrouver sans ça. Donc je crois que chez l'obèse, le robot a presque plus d'intérêt que chez le patient lambda, parce qu'on va être clairement meilleur de par la perte des repères osseux habituels. Oui. Et sur la seconde question qui avait été posée dans le sondage, où on a 77% de oui, qui était la chirurgie robotisée, est-ce qu'elle permet de mettre en place une prothèse sur mesure en majorité? Alors ça, c'est vrai que c'est courant comme question. Et alors, ça serait très mal de répondre oui à cette question parce que c'est faux. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression, et puis ça dépend comment les communications sont faites, mais effectivement, on est des docteurs, on n'est pas des commerçants. C'est-à-dire que la chirurgie robotisée, elle permet une mise en place sur mesure. Mais la prothèse n'est pas sur mesure. C'est-à-dire qu'on a 8 tailles de prothèse, comme on a des tailles de chaussures. Mais par contre, avec le robot, on va mettre la meilleure taille, avec la meilleure orientation possible. Mais ce n'est pas une prothèse sur mesure, ce sont des prothèses standards avec 8 à 10 tailles en fonction des modèles et
c'est le positionnement qui est, entre guillemets, personnalisé, optimisé. Mais la prothèse n'est pas une prothèse sur mesure. J'ai une dernière question qui a été posée. Elle serait donc au sujet d'un patient qui aurait une IMC à 30, voire supérieure à 35, qui aurait également besoin d'une chirurgie du rachis. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait prioriser pour lui? Ça nous arrive assez régulièrement. En fait, on a une fois par trimestre un patient qui arrive avec un courrier d'un neurochirurgien ou d'un chirurgien orthopédiste. Ce qu'il faut favoriser, c'est l'urgence. C'est-à-dire que est-ce que la douleur est due à une compression d'une racine et est-ce qu'il y a une urgence de neurochirurgie? S'il n'y a pas d'urgence, il est évident qu'il faut faire une perte de poids préopératoire via la chirurgie avec une préparation. Le problème qu'on a, c'est que, comme vous l'avez vu dans ma présentation, il y a 6 mois minimum de préparation. Donc, ce n'est pas non plus une intervention que je fais en 15 jours et après, on l'envoie se faire opérer. Donc, c'est un process qui dure au moins 1 an avant d'arriver à la chirurgie du rachis. Mais le rachis, pour moi, c'est comme le genou et comme l'ange, c'est-à-dire c'est vraiment une pathologie où il y a vraiment un intérêt à faire perdre le patient au niveau du pondéral avant l'opération. Florent, tu avais une autre chose à Oui, ajouter? parce que j'ai noté ça et c'est vrai que pour moi, c'était, je pensais pas, qu'on avait droit aux anti-inflammatoires après la chirurgie bariatrique, parce que ça, pour nous, c'est essentiel, parce que c'est un outil très important dans le post-op, et je pensais que non, tu vois. Je pense que ça, c'est super important, c'est pour ça que je l'ai rajouté. On a le fait de développer cette technique-là de valve anti-reflux en plus de la sleeve, c'est vraiment une révolution parce que c'est en train de vraiment arriver sur les possibilités thérapeutiques. Et on a eu 2 complications. Les seules complications à long terme qu'on a eues, c'est 2 perforations de valve dues à des anti-inflammatoires. Pourquoi? Parce que la valve, en fait, elle est moins bien vascularisée que le reste de l'estomac. Et quand tu prends des anti-inflammatoires, la première zone qui va souffrir, c'est la zone la moins vascularisée. Donc, c'est la valve. Et les gens qui ont cette valve, on leur dit c'est cool, vous ne prendrez plus d'IPP parce qu'avant ils avaient du reflux, donc ils sont contents parce qu'ils perdent du poids et en plus ils n'ont plus de reflux. Sauf que dans leur tête, c'est plus la peine de prendre des IPP. Donc vraiment le message c'est AINS, IPP, mais ça doit vraiment être super clair pour tout le monde, quoi. Mais donc on va vraiment travailler sur le message parce que c'est important. Mais ce n'est pas une contre-indication aux Non, pas du tout, pas du tout. Il faut les accompagner par les IPP, mais on peut les donner. Bien sûr. D'accord. Merci. On a fait le tour des questions. Je ne sais pas si vous, entre vous, aviez une dernière question à vous poser ou un petit piège à vous poser. Piège? Non, c'est de savoir s'il est meilleur au squash qu'en informatique, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Il faudra peut-être faire un match, non? Et là, on peut le retransmettre en direct sur LinkedIn ou sur ce que tu veux, mais tu vas être ridicule quand même. La prochaine étape, ce sera le match en direct. En tout cas, en ce qui nous concerne chez Follow, je souhaitais vraiment, au nom de tout Follow, vous remercier parce que c'était un sujet novateur ce soir, quelque chose qui n'était pas très fréquent. Je dois avouer qu'au tout début, j'avais contacté le professeur Noka pour parler de ce projet qu'on avait. On a lancé l'idée ensemble. Je remercie Florent Skyrick qui a répondu favorablement tout de suite. Et je remercie aussi beaucoup le professeur Noka qui m'a aidé à l'élaboration du sujet et à mettre en place ce webinaire très novateur. Donc, merci beaucoup à vous. C'est top. Merci 1000 fois. C'était très sympa.